Diddy Combs. Je me souviens qu'il était derrière les barreaux au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, attendant que son procès commence l'année prochaine en mai. Il est détenu depuis 2 mois pour trafic et racket, pour lesquels il plaide non coupable. Chloé Malas suite cela pour nous. Les avocats de Sean Diddy Combs ont tenté pour la 3e fois de persuader un juge de laisser le magnat du hip-hop sortir de prison en attendant son procès avec une caution de 50 millions de dollars. Mais une décision ne sera pas rendue avant la semaine prochaine, car les procureurs ont mis en garde contre ces efforts concertés derrière les barreaux pour perturber l'affaire. Nous avons toutes les mises à jour clés de la salle d'audience, y compris des détails sur le comportement de Diddy et la suite de sa bataille juridique. Alors continuez à regarder. Le juge de district américain Aaron Subramanian a déclaré qu'il rendrait une décision sur la demande de libération sous caution de Sean Diddy Combs après que la défense et l'accusation auront soumis des lettres d'ici lundi midi, détaillant leurs arguments issus de l'audience de 2 heures devant la Cour fédérale de Manhattan. Les avocats de Combs ont proposé de lui permettre d'attendre son procès sous surveillance 24 heures sur 24, soit dans son manoir sur une île près de Miami Beach. Soit, après que le juge a rejeté cette option, dans un appartement de l'Upper East Side de Manhattan. Leur offre de caution de 50 millions de dollars, garantie par son domicile en Floride, équivaut essentiellement à une assignation à résidence, plutôt que de maintenir Combs dans la prison fédérale en difficulté de Brooklyn, où il a été détenu pendant plus de 70 jours depuis son arrestation en septembre. Selon leur plan, Combs serait soumis à des restrictions strictes et serait uniquement autorisé à communiquer avec son équipe juridique. Cependant, les procureurs ont fait valoir qu'aucun ensemble de conditions de libération sous caution ne pouvait répondre au risque d'entrave et à la dangerosité que présente Combs. Ils ont affirmé qu'il avait enfreint à plusieurs reprises les règles de la prison alors qu'il se trouvait au centre de détention métropolitain, tentant prétendument d'interférer avec les témoins et d'influencer le groupe des jurés. En réalité, cela revient à payer pour l'accusé sa sortie de prison, a déclaré au juge la procureure adjointe des États-Unis, Christy Slavic. En réponse, l'avocat de la défense de Combs, Anthony Rico, a rejeté la caractérisation de Combs par l'accusation comme une personne sans foi ni loi qui ne suit pas les instructions, ou hors de contrôle, la qualifiant d'inexacte. Tini Garagos, un autre avocat de Combs, a fait valoir qu'avec les conditions de libération strictes proposées, il serait impossible pour lui de ne pas respecter les règles. Combs, 55 ans, a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait contraint et maltraité des femmes pendant de nombreuses années, en utilisant un réseau d'associés et d'employés pour faire taire les victimes par le chantage, la violence et les menaces. Son procès devrait commencer le 5 mai. 2 juges antérieurs ont déterminé que Combs constituerait un danger pour la communauté s'il était libéré. Et le mois dernier, un juge de la Cour d'appel a refusé sa libération immédiate, tandis qu'un panel de 3 juges de la 2e Cour d'appel des États-Unis examine sa demande de libération sous caution. L'audience de vendredi marquait la 2e comparution de Combs devant le tribunal cette semaine. Mardi. Un juge a empêché les procureurs d'utiliser les documents saisis dans sa cellule lors d'une fouille de contrebande et d'armes dans toute la prison. Alors que Combs entrait dans la salle d'audience par une porte latérale, il fit signe à sa famille, dont sa mère et plusieurs de ses enfants, assis dans la galerie. Il a placé sa main sur son cœur et a envoyé des baisers avant d'embrasser son avocat principal, Mark Agnifilo, et de prendre place à la table de la défense. Combs a comparu devant le tribunal sans menottes ni chaînes, vêtu d'un uniforme de prison beige. Parfois, il sortait une paire de lunettes de lecture de sa poche pour examiner les documents devant lui. Les procureurs ont fait valoir que, pendant son incarcération, le chanteur de I'll Be Missing You avait utilisé les médias sociaux pour tenter d'influencer les jurés potentiels. Ils affirment qu'il a tenté de divulguer des documents qui, selon lui, pourraient aider sa cause et qu'il a contacté des témoins potentiels par l'intermédiaire de tiers. En termes simples, on ne peut pas faire confiance à l'accusé, a déclaré la procureure adjointe des États-Unis, Christy Slavic. Dans le but de renforcer leurs arguments en faveur de sa libération, les avocats de Combs se sont efforcés de minimiser l'impact potentiel d'un élément de preuve clé.
dans le couloir d'un hôtel de Los Angeles. Les procureurs affirment que l'agression a eu lieu lors d'une panique, un événement au cours duquel Combs aurait utilisé son pouvoir et son prestige pour contraindre les victimes féminines à se livrer à des performances sexuelles droguées et hautement produites avec des travailleurs du sexe masculin. L'équipe de défense de Combs a cependant fait valoir que les preuves récemment découvertes réfutaient ces affirmations et que la vidéo, diffusée pour la première fois sur CNN en mai, ne donnait qu'un aperçu d'une minute d'une relation consensuelle complexe mais longue d'une décennie entre Combs et Cassie. En réponse aux affirmations de la défense selon lesquelles la vidéo avait été manipulée ou sortie de son contexte, Slavic a déclaré au tribunal que la version complète n'était pas disponible parce que Combs aurait payé 100 000 $ au personnel de l'hôtel pour faire disparaître la vidéo originale. Il s'agit d'une affaire de violence, a déclaré Slavic dans son dernier plaidoyer pour que Combs soit maintenu en détention. L'accusé se livre à des violences physiques, sexuelles et émotionnelles envers ses partenaires amoureux depuis des années. Après avoir passé 2 mois au centre de détention métropolitain, ce sera la 3e tentative de Combs pour obtenir sa libération, après de précédents refus de libération sous caution, qui a été inculpé pour des accusations similaires. Bien qu'il soit accusé de diriger un réseau international de trafic sexuel, Jeffries a été libéré sous caution avec une caution de 10 millions de dollars et des conditions strictes, notamment la détention à domicile et la surveillance GPS. Les avocats de Diddy soutiennent qu'étant donné leur richesse, leur influence et la portée de leurs accusations, Combs devrait bénéficier d'une considération similaire. Ils proposent une caution de 50 millions de dollars avec confinement à domicile, surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par une sécurité privée et registre strict des visiteurs. Cependant, les procureurs devraient faire valoir que malgré ces mesures, Combs présente un risque unique. Ils souligneront probablement ses antécédents de manipulation et la possibilité qu'il puisse influencer ou intimider des témoins ou jurés potentiels. Sa capacité à manipuler même un environnement sécurisé avec une sécurité privée est un point critique qu'ils envisagent de souligner. Les procureurs ont toujours soutenu que Combs représentait une menace importante pour la société, en particulier pour les victimes et témoins potentiels dans cette affaire. Ils citent ses actions antérieures, notamment son arrestation avec de la drogue en sa possession, et soulignent qu'il a l'habitude d'utiliser son pouvoir et son influence pour intimider les autres. Dans le couloir d'un hôtel, les procureurs affirment que cet incident, qui fait partie d'un schéma plus large de comportement abusif, fournit un contexte crucial pour comprendre les tendances violentes de Combs, qui, selon eux, sont liées aux accusations de trafic sexuel et de racket. Ils souligneront également d'autres preuves, comme des messages textes entre Combs et Cassie, dans lesquels il aurait menacé de divulguer des enregistrements explicites à moins qu'elle ne se conforme à ses exigences. La défense, quant à elle, s'efforce de minimiser l'importance de cet incident. Ils soutiennent que la vidéo ne montre qu'une dispute domestique et que la relation du couple, bien que toxique, n'était pas révélatrice des activités criminelles plus larges dont Combs est accusé. Ils affirment également que les messages textes entre Combs et Cassie ont été mal interprétés, présentant un récit trompeur d'abus. Dans les affaires fédérales de trafic sexuel, il existe souvent une présomption selon laquelle l'accusé doit rester en détention avant son procès, compte tenu de la gravité des accusations et du risque de fuite ou de récidive. Il incombe à la défense de contrer cette présomption, et jusqu'à présent, l'équipe juridique de Combs a eu du mal à fournir des arguments convaincants qui pourraient convaincre le tribunal de le libérer. Pourtant, le nouveau juge chargé de cette affaire, le juge Arun Subramanian, pourrait voir les faits différemment des juges précédents, puisqu'il n'est pas lié par les décisions passées. L'équipe de Combs espère qu'il donnera du poids à l'argument selon lequel son cas diffère des autres, notamment dans la façon dont il est traité par rapport à celui de Jeffrey. Une autre préoccupation majeure des procureurs est l'utilisation présumée par Combs des médias sociaux pour manipuler l'opinion publique et influencer les jurés potentiels. Ils affirment que pendant son incarcération, Combs a orchestré des campagnes en ligne pour influencer l'opinion publique en sa faveur. Les procureurs pensent qu'il a tenté de divulguer des documents pour étayer sa thèse et de contacter des témoins potentiels par des intermédiaires. La défense maintient cependant que ces affirmations sont exagérées et souligne que Combs s'est conformé aux règles de la prison. Ils soutiennent également qu'il a pris des mesures pour atténuer toute interférence potentielle,
comme accepter les conditions de confinement à domicile et faire surveiller ses communications. Dans la procédure judiciaire en cours, plusieurs considérations importantes détermineront si l'accusé doit ou non rester en détention en attendant son procès. L'accusation réclame la détention provisoire, citant des preuves suggérant que l'accusé présente un risque de fuite et un danger pour la société. Cependant, il y a encore beaucoup de débats sur la solidité des preuves et sur ce que l'accusation doit prouver pour justifier son maintien derrière les barreaux. Un point clé soulevé par la défense est que les arguments de l'accusation en faveur de la détention reposent sur des allégations et non sur des preuves concrètes. L'accusation a suggéré que l'accusé avait contacté des témoins et des victimes, ce qui pourrait entraver l'enquête. Cependant, la défense fait valoir qu'ils n'ont fait preuve d'aucun comportement clair ou menaçant. La défense affirme même que l'un des témoins a d'abord contacté l'accusé, et non l'inverse, et que lorsque l'accusé a appris que l'individu était un témoin du grand jury, il aurait interrompu la communication. L'accusation a cependant présenté des enregistrements d'appels téléphoniques de l'accusé, qui, selon elle, le montrent abusant de ses privilèges de communication en prison. Ces appels, affirme-t-il, ont été utilisés pour contacter des témoins et des victimes dans cette affaire, l'accusé ayant prétendument utilisé sa famille pour exécuter ses ordres. Bien que ces appels téléphoniques soient considérés comme un jeu équitable pour l'accusation, certains éléments de sa cellule de prison, tels que des preuves marquées comme légales et potentiellement impliquant le secret professionnel de l'avocat, sont contestés. Un appel téléphonique particulièrement remarquable, partiellement expurgé dans le dossier de l'accusation, impliquerait que l'accusé explique à son fils comment contacter d'autres personnes dans l'affaire. Cependant, le juge semblait préoccupé par l'utilisation de documents juridiquement privilégiés et visiblement contrariés par la fouille de la cellule de l'accusé. Malgré ces inquiétudes, l'accusation maintient qu'elle dispose des enregistrements et que ces conversations suffisent à démontrer les tentatives de l'accusé pour influencer les témoins. Un aspect important de la procédure de demain sera probablement centré sur les prétendues tentatives de l'accusé d'entraver la justice en contactant des témoins et des victimes. La défense affirme que le gouvernement a dénaturé ses contacts et qu'il n'y a eu aucune intimidation ni obstruction. Il souligne également que certains des contacts ont été établis après que le témoin ait déjà été assigné à comparaître par le grand jury. L'accusation, en revanche, fait valoir que les contacts répétés de l'accusé avec des témoins, en particulier après qu'ils aient été assignés à comparaître, témoignent d'une tentative manifeste d'influencer leur témoignage. Ajoutant une autre couche au dossier de l'accusation, ils allèguent que l'accusé a utilisé sa famille pour mener une campagne sur les réseaux sociaux visant à influencer les jurés potentiels. Ils affirment que les publications entourant son anniversaire, dans lesquelles il aurait communiqué avec sa famille, faisaient partie d'un effort plus large visant à influencer l'opinion publique et à influencer un futur jury. La défense rétorque cependant qu'il n'existe aucune restriction explicite concernant les publications de l'accusé ou de sa famille sur les réseaux sociaux. En fait, la défense suggère que de tels messages, bien que potentiellement préjudiciables à la réputation du défendeur, ne sont pas intrinsèquement illégaux. La défense remet également en question la crédibilité des affirmations de l'accusation, notant que la thèse de l'accusation repose en grande partie sur des appels téléphoniques et des témoignages qui ne sont peut-être pas aussi clairs qu'il y paraît. Ils soutiennent que même si l'accusation tente de dresser le portrait d'un accusé qui tente activement de manipuler l'enquête, il existe de nombreuses zones d'ombre qui pourraient compliquer la décision du juge. En fin de compte, la défense affirme que sans preuve plus concrète, il serait injuste de maintenir l'accusé en détention pendant une période prolongée avant son procès. Ce qui est clair, c'est que le juge doit prendre une décision difficile. Les éléments de preuve présentés par l'accusation suggèrent que l'accusé tente d'influencer les témoins et d'entraver l'enquête. Mais la défense rétorque que ces actions ont été déformées et que les contacts n'ont peut-être pas été aussi sinistres qu'on le décrit, compte tenu des enjeux élevés. La prochaine procédure permettra probablement de mieux comprendre si les arguments de l'accusation sont suffisamment convaincants pour maintenir l'accusé derrière les barreaux. Fin septembre. Sean Diddy Combs s'est vu refuser la libération sous caution pour la deuxième fois et reste en détention fédérale. Le magnat du hip-hop est derrière les barreaux depuis son arrestation lundi soir dans un hôtel de Manhattan.
Il avait espéré être libéré et attendre son procès pour trafic sexuel dans le confort de son manoir de Floride. Mais sa demande a été rejetée. Un juge. Le juge de district américain Andrew L. Carter s'est prononcé contre la proposition de Combs, qui comprenait une offre de caution de 50 millions de dollars, une surveillance GPS et des restrictions strictes sur les visiteurs. Le juge a jugé ces mesures insuffisantes pour assurer la sécurité de la communauté et l'intégrité du dossier. Le juge Carter s'est rangé du côté des procureurs qui ont fait valoir qu'aucune condition ne pouvait empêcher Combs de menacer ou de blesser des témoins. Un aspect clé des accusations portées contre lui. Il s'agissait de la deuxième tentative infructueuse de Combs en autant de jours pour obtenir sa libération du centre de détention métropolitain, où il est détenu depuis qu'il a plaidé non coupable des accusations. Depuis son arrestation lundi soir dans un hôtel de Manhattan, Combs est en détention fédérale. Sa demande initiale de libération sous caution a été rejetée mardi par un magistrat fédéral et mercredi. Il n'a pas réussi à convaincre le juge Andrew L. Carter, qui supervisera son procès. L'avocat de la défense de Combs, Mark Agnifilo, envisage de faire appel de la décision devant la deuxième cour d'appel des États-Unis dans l'espoir d'obtenir la libération de Combs. Pendant ce temps, Agnifilo fait pression pour que Combs soit transféré du dangereux centre de détention de Brooklyn vers un établissement du New Jersey. Cependant, le juge Carter a noté que les décisions concernant le placement des détenus relèvent entièrement du Bureau fédéral des prisons. Je ne vais pas le laisser rester dans cette prison un jour de plus que nécessaire, a déclaré Agnifilo aux journalistes devant le palais de justice. Combs fait face à de graves accusations dans un acte d'accusation, qui l'accuse d'avoir utilisé son pouvoir et son influence pour contraindre les femmes et les hommes, travailleurs du sexe, à participer à des spectacles sexuels hautement orchestrés et alimentés par la drogue. Connus sous le nom de freak-offs, ces événements, qui duraient parfois plusieurs jours, auraient été enregistrés par Combs, et lui et les victimes recevaient parfois des liquides intraveineux pour récupérer. L'acte d'accusation affirme en outre que Combs a utilisé un réseau d'associés pour l'aider dans ses abus, employant des hommes noirs, des enlèvements, des incendies criminels et des violences physiques pour faire taire ses victimes et les empêcher de se manifester. Dans le but de maintenir Combs derrière les barreaux, la procureure Emily Johnson a fait valoir, devant le juge Carter, que le rappeur autrefois célèbre avait une longue histoire d'intimidation à la fois des victimes et des témoins de ses abus présumés. Elle a souligné les messages textes de femmes qui affirmaient que Combs les avait forcés à participer à des freak-offs et menaçait ensuite de diffuser des vidéos d'elle. Johnson a également critiqué l'équipe de défense de Combs, les accusant de minimiser et de sous-estimer horriblement sa tendance à la violence. Elle a particulièrement contesté la description par son avocat d'une agression survenue en 2016 dans un hôtel de Los Angeles comme étant simplement une dispute entre amoureux. Si Combs avait été libéré sous caution, son équipe de défense a proposé qu'il reste confiné chez lui avec des visites limitées à sa famille, aux gardiens de la propriété et à ses amis qui ne sont pas considérés comme des co-conspirateurs. Après que les procureurs ont révélé qu'ils avaient exécuté un mandat de perquisition contre le chef de la sécurité privée de Combs, ses avocats ont proposé d'embaucher un nouveau cabinet pour le surveiller et s'assurer qu'il respectait les conditions proposées. Le juge Carter n'est pas convaincu, rejetant la proposition comme étant un système prétendument infaillible. S'il est reconnu coupable, Combs encourt une peine obligatoire de 15 ans de prison avec la possibilité d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Pour la première fois, il semble que Diddy commence à réaliser qu'il ne sera peut-être pas capable de sortir de cette situation par des paroles. L'idée de passer des années, voire des décennies, en prison doit peser lourdement sur lui, et cela a probablement contribué à sa dépression émotionnelle au tribunal. Pour quelqu'un qui a toujours vécu comme un roi, l'idée d'être enfermé dans l'un des centres de détention les plus notoires du pays est absolument terrifiante. Les inquiétudes concernant sa vie en prison grandissent de jour en jour. Les détenus de premier plan comme Diddy sont confrontés à un niveau de pression psychologique unique lorsqu'ils entrent dans le système pénitentiaire. Même s'il a toujours vécu une vie de luxe, cela signifie également qu'il a été constamment sous l'œil vigilant du public. Chacun de ses gestes était scruté, célébré ou critiqué, avec un entourage, des fans dévoués et une énorme fortune pour amortir toute réaction négative. Il a toujours eu un tampon. Mais maintenant, tout cela a disparu.
Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement seul. C'est comme perdre tout ce qui le définissait autrefois, alors qu'il est assis dans une cellule austère avec seulement ses pensées pour compagnie. Cet isolement doit être étouffant. Il n'est pas étonnant que les autorités le surveillent constamment. Ils ont peur qu'il se fasse du mal. Les choses s'annoncent sombres pour Diddy au centre de détention métropolitain, l'une des pires prisons du pays. Les conditions y sont brutales. L'hygiène est quasiment inexistante, les détenus passant souvent des journées entières sans aucun moyen de se nettoyer. Les cellules sont glaciales en hiver et insupportablement chaudes en été. Sans parler des fréquentes coupures de courant qui plongent de l'endroit dans l'obscurité totale pendant des jours. Pouvez-vous imaginer être piégé dans une cellule glaciale, frissonnant sous une fine couverture, avec rien d'autre que du béton froid et de l'acier autour de vous? C'est un véritable cauchemar. En plus de cela, le MDC est connu pour sa surpopulation, enfermant les détenus dans des espaces restreints au-delà de sa capacité. Il n'y a pas d'intimité, pas d'espace pour bouger et il faut rester nerveux tout le temps. Pour quelqu'un comme Diddy, habitué au luxe de ses demeures, cet environnement exigu doit être absolument étouffant. Il est actuellement en cellule d'isolement dans l'unité de logement spécial, la section réservée aux détenus à haut risque. Ce n'est pas n'importe quelle partie de la prison. C'est là qu'ils gardent les individus les plus dangereux. Un homme qui vivait autrefois dans un manoir de 48 millions de dollars est maintenant coincé dans une minuscule cellule de 6 pieds sur 9 pieds, plus petite que la plupart des placards. Il y passe 23 heures par jour, avec seulement un ensemble toilettes-lavabo en acier, un petit bureau et un matelas fin pour compagnie. Ses effets personnels? Juste une seule couverture, un uniforme et quelques articles d'économat. On est bien loin de la vie de luxe qu'il a connue autrefois. Et même s'il n'était pas enchaîné, il portait une combinaison de prison kaki, un rappel constant de l'ampleur de son éloignement de sa richesse autrefois inimaginable. L'isolement cellulaire signifie qu'il ne passe qu'une heure hors de sa cellule chaque jour, et ce uniquement dans une petite cour fermée. Aucune interaction avec les autres détenus, complètement coupé du monde extérieur, hormis les gardiens qui veillent. Vendredi dernier, Sean Diddy Combs a comparu devant le tribunal pour la 3e fois alors que son équipe juridique se battait pour sa libération de prison. La question en question était celle de la libération sous caution, une question examinée par le juge Aaron Subramanian. C'était la première fois que ce juge en particulier entendait des arguments concernant la libération de Combs, après que la libération sous caution avait été refusée à 2 reprises. Sur la base des arguments de la défense et de la réponse de l'accusation, il semble que le juge pourrait être enclin à accorder une libération sous caution. La défense a souligné la nature stricte des conditions de libération sous caution qu'elle proposait, qui, selon elle, seraient plus strictes que les conditions du centre de détention métropolitain, où Combs est actuellement hébergé. Ils ont souligné que Combs ne serait pas assigné à résidence à Miami, comme certains l'avaient spéculé, mais resterait à New York avec des restrictions importantes. Pas d'Internet. Pas d'utilisation du téléphone et seulement des contacts limités avec les visiteurs autorisés, y compris ses avocats. Cependant, l'accusation s'est fermement opposée à l'idée d'une libération sous caution, invoquant des inquiétudes concernant les tentatives présumées de Combs d'influencer les témoins et les victimes, ainsi que les accusations de comportement violent. Ils ont fait valoir qu'il représentait un danger pour la société et qu'il ne pouvait donc pas être libéré. Malgré ces objections, le juge Subramanian a assuré aux 2 parties qu'il délibérerait sur les arguments et prendrait une décision au début de la semaine prochaine. Un moment clé dans la salle d'audience a été la possibilité que Combs puisse rentrer chez lui à temps pour Thanksgiving. Un calendrier qui semblait réaliste étant donné le ton du juge et la proposition de la défense concernant des conditions de libération sous caution stricte. La défense a également suggéré une caution de 50 millions de dollars, qui comprendrait une sécurité privée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et une surveillance étroite. Un point de discorde au cours de la procédure était de savoir si Combs serait autorisé à communiquer via les médias sociaux, notamment en ce qui concerne sa famille et son image publique. Le tribunal s'est demandé si les publications sur sa vie personnelle auraient une influence sur le nombre de jurés potentiels ou affecteraient l'intégrité de l'affaire, en raison du grand intérêt suscité par l'audience, en particulier en ce qui concerne la question de savoir si Combs pourrait être libéré à temps pour Thanksgiving.
L'audience s'est tenue dans une nouvelle salle d'audience, ce qui a permis à davantage de personnes d'y assister. Parmi les personnes présentes dans la galerie se trouvaient des membres de la famille de Combs, dont ses enfants, arrivés ensemble, main dans la main. Notamment, l'ami proche de Combs, LaWanda Lane, était également présent. Lane s'est occupé des filles jumelles de Combs pendant son incarcération. Si la présence de la famille Combs au tribunal pouvait être considérée comme une démonstration de soutien, certains spéculaient également qu'elle pourrait avoir pour but d'influencer l'opinion publique. Cependant, la salle d'audience était remarquablement silencieuse lorsque les enfants de Combs sont entrés. Il aurait pu être difficile pour les jumelles de 17 ans, Jesse et Delilah, d'écouter les allégations portées contre leur père, mais elles ont semblé calmes tout au long de l'audience. Le ton émotionnel des débats contrastait avec l'audience de la veille, où l'atmosphère avait été plus tendue. Combs, vêtu d'une combinaison kaki et paraissant mince suite à son séjour en détention, a accueilli sa famille avec chaleur. Il leur envoya des baisers, signes d'amour et de réconfort, malgré la nature lourde du drame de la salle d'audience. L'attitude retenue de Combs, notant qu'il semblait déterminé à se présenter comme fort et positif au public, signalant qu'il n'était pas vaincu par la situation. Les questions posées par le juge lors de l'audience suggèrent une approche plus ouverte que prévue. Même si le juge Subramanian n'a pas révélé de décision finale concernant la libération sous caution, ces enquêtes semblent indiquer un certain scepticisme à l'égard des arguments de l'accusation. Même si elle doutait initialement de la possibilité que Combs soit libéré sous caution, la procédure l'a amené à se demander si la décision pourrait jouer en sa faveur. Avec un juge qui rejette sa caution, cela soulève encore plus de questions sur la suite des événements pour le Magna. Parviendra-t-il à surmonter ce dernier revers? Ou cette fois-ci sera-t-elle différente? Nous voulons entendre vos pensées. Pensez-vous que Diddy va s'en sortir? Ou est-ce que le tournant? Déposez vos commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour sur cette affaire et tout ce qui se passe dans le monde du divertissement.